Bonjour à tous pour l'interview de l'épisode consacré aux parents d'enfants hospitalisés, avec le grand plaisir d'inviter Véronique Legac. Et je remercie Véronique qui a un emploi du temps très chargé du temps qu'elle nous accorde. Alors Véronique, je vous présente rapidement, mais je vous laisserai après préciser toute votre expérience. Vous êtes responsable de la vie associative et du soutien au programme de la Fondation Ronald McDonald. Et moi, je vous ai rencontré, connu grâce à la Fondation et avec tout le travail que vous faites, en particulier au sujet des maisons d'accueil pour les parents d'enfants hospitalisés. J'en ai parlé rapidement dans l'épisode précédent et l'objectif, c'est un petit peu de nous décrire ce que sont ces maisons et toute l'importance pour les parents d'enfants hospitalisés d'avoir cet espace d'accueil et d'attention qui leur est porté. Alors merci à vous bien évidemment de m'accueillir aussi pour ce podcast qui est des plus intéressants malgré le sujet qui peut être parfois un peu difficile. Alors effectivement, dans le cadre de la Fondation Ronald McDonald, on a pour principale mission d'assurer la construction et le fonctionnement de maisons de parents. Qui sont donc des maisons Ronald McDonald qui vont être construites à proximité des hôpitaux pédiatriques pour permettre aux familles, dans leur globalité, quand on parle de famille, c'est les parents, mais c'est aussi les fratries, les grands-parents, d'être accueillis quand l'enfant est hospitalisé. Donc voilà, donc notre objectif, c'est effectivement de renforcer cette proximité, de faire que l'enfant hospitalisé sache que ses parents sont pas trop loin de lui, et les parents inversement, bien évidemment. Donc concrètement, l'enfant est à l'hôpital, il y a un lien qui est fait avec l'équipe de l'hôpital pour savoir si vous pouvez accueillir les parents. Et ça, je pense que c'est vraiment important, c'est qu'il n'y a pas de limite butoir. Il y a des parents qui restent quelques jours et certaines fois quelques mois si l'état de l'enfant le nécessite, et des fois des allers-retours. Exactement. L'idée, c'est vraiment pas de centrer l'accueil des familles sur une durée, c'est vraiment de le centrer sur l'importance d'être à proximité de l'enfant hospitalisé, avec le lien bien évidemment avec l'hôpital, puisqu'il y a un partenariat qui est noué entre la maison et l'hôpital, qui va orienter les familles vers l'établissement quand l'enfant est hospitalisé. Et j'ai souvent tendance à dire que le seul critère d'orientation, c'est l'état de santé de l'enfant, quel qu'il soit. Donc on peut avoir des accueils parfois d'urgence, et puis parfois, comme vous l'avez dit, ça peut être des accueils de longue durée, c'est-à-dire le temps complet de l'hospitalisation. Donc ça peut être de quelques jours à plusieurs mois et parfois aussi plusieurs années, puisqu'on a eu même une famille dans l'établissement de Marseille qui est restée 4 ans. Donc un petit bout de chou qui est arrivé à l'âge de 2 ans. Et qui est reparti à l'âge de 6 ans. Donc l'histoire se termine bien, mais comme vous pouvez le voir, effectivement, la durée a pu être très très longue, d'où l'importance d'avoir ce rapprochement familial aussi. Oui, et puis d'où l'importance aussi de créer cette continuité. C'est essentiel pour les enfants d'avoir leurs parents à proximité. Dans l'épisode précédent, je rappelais tous les travaux de Spitz en particulier sur les conséquences désastreuses dans le développement de l'enfant quand il est brutalement séparé de son parent. L'hôpital, ça sépare inévitablement. En plus, il y a des soins qui nécessitent que l'enfant soit en chambre stérile, donc les parents peuvent pas prendre leur enfant dans les bras, peuvent pas être à côté de lui comme on pourrait l'être dans d'autres services, mais en tout cas, il sait que son parent n'est pas loin. Donc c'est vrai que les maisons permettent aux parents d'être disponibles, d'être à proximité, d'être appelés par l'hôpital dès qu'il y a nécessité. Il y a toute cette co-portage. Les parents sont là pour accompagner leur enfant, les soignants accompagnent l'enfant, et la maison, la fondation, elle est là aussi pour accompagner les parents. Tout le monde co-construit ensemble l'accompagnement auprès de l'enfant. C'est ça un petit peu l'éthique de la fondation. Exactement, c'est un peu une main tendue entre la maison et l'hôpital, et une autre main qui se rejoint. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de ne faire qu'un et de permettre à des familles qui sont confrontées à quelque chose de terrible, avec le fait d'être dans une maison parce qu'il y a l'hospitalisation de leur enfant, de leur dire en fait, au travers des équipes professionnelles qui travaillent dans ces établissements et qui sont là pour aussi être à leur écoute et les accompagner dans ce qu'elles vivent, de leur dire, 1, vous n'êtes pas seul. 2,
cette maison, c'est votre maison. Vous allez y poser vos bagages pour le temps qu'il faut et on sera toujours là. Et surtout, vous pouvez aller auprès de votre enfant à tout moment, que ce soit en soirée. Enfin, il y a pas d'horaire. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, voilà, quel que soit ce qui se passe, vous êtes à quelques minutes à pied, puisque la maison est construite sur le terrain même de l'hôpital. Donc, cette proximité, elle est essentielle parce qu'elle est rassurante, autant pour les parents que pour l'enfant. Et donc, c'est ça, c'est vraiment le fait de contribuer aussi, à rassurer les parents, et puis à faire que l'enfant, il va dans la mesure du possible aussi savoir qu'il n'est pas seul et ça peut aider en tout cas, si tant est que ce soit possible, dans la guérison aussi, dans la maladie auquel lui-même est confronté. Ça participe très probablement parce que on sait dans l'accompagnement, moi je parle sur la dimension psychologique, à quel point c'est important pour l'enfant que ses parents puissent être disponibles, c'est le terme que j'utilise souvent, mais disponibles psychiquement pour lui. Ça ne veut pas dire que les parents ne sont pas touchés, ne sont pas inquiets, ne sont pas tristes, des fois en colère, ça peut arriver par rapport à la maladie ou des fois par rapport aux intervenants, aux soignants, mais en tout cas ils sont là. Et le fait pour l'enfant de savoir qu'il y a des adultes, d'autres qui prennent soin de son parent, c'est aussi important parce qu'on a beaucoup d'enfants hospitalisés qui ne vont pas montrer à quel point ils ne vont pas bien, qui ont peur d'inquiéter leurs parents. Donc, quand ils savent, voilà, il y a la maison, et à la maison, il y a d'autres parents, il y a d'autres professionnels. Ça fait un co-portage mutuel. Et ce co-portage, il est assez beau dans le sens où aussi on a eu beaucoup d'histoires qui se sont nouées dans ces maisons. C'est-à-dire que on a eu parfois des mamans qui ont mis au monde des bébés qui sont arrivés un petit peu trop tôt. Et le fait d'avoir été accueillis dans cette maison, des amitiés naissent. Et du coup, parfois, les parrains et marraines sont en fait d'autres parents qui étaient dans la maison. Dans la maison. Voilà, exactement. Donc, on aime à dire, et souvent les parents le disent eux-mêmes, la maison, on refait famille. C'est-à-dire qu'on vient dans cet établissement vivre dans une maison qu'on ne connaît pas, avec des personnes que l'on ne connaît pas. Et pour autant, une nouvelle famille se recrée parce qu'on refait famille, on est en collectif, on vit tous la même chose, on est tous confrontés exactement à la même chose et ça crée des liens et du coup ça crée des belles histoires aussi, ouais. Ça, c'est hyper important parce qu'on se rend compte souvent quand on est parent, alors tout va dépendre de la raison de l'hospitalisation, mais quand ça dure, que c'est long, souvent c'est que la maladie est grave ou en tout cas nécessite beaucoup d'hospitalisation ou une situation de handicap. Et on sait très bien que les familles, même si elles sont généreuses, attentives, elles s'épuisent, elles se fatiguent, puis elles sont inquiètes. Donc, il peut y avoir des mouvements comme ça de rejet, de défiance. Et c'est compliqué que la famille, la vie continue. Les frères, les sœurs, on les fêtes de famille. Et quand on est soi-même parent d'enfants hospitalisés, on n'a plus forcément envie d'aller à ces fêtes-là, envie d'aller à ces moments-là. Et ça va permettre de recréer justement ce que vous dites, c'est très précieux, une autre famille, d'autres liens. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne sa famille biologique, bien sûr que non. Bien évidemment, mais sur la dimension du partage émotionnel de ce que représente le fait d'avoir son enfant hospitalisé, je pense que c'est important qu'il y ait cette reconnaissance, une forme, en psy on appelle ça l'accordage, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de tout connaître de l'autre, mais on sait qu'on vit des choses qui sont très proches, similaires. On n'a pas besoin de se justifier, d'expliquer. Et ça crée d'autres liens. Donc oui, c'est extrêmement important, ça. Et puis souvent, les familles vont se confier assez rapidement parce que voilà, on va dire que le collectif crée ça aussi. Mais parfois, beaucoup de familles vont nous dire en fait, on se sent en confiance, on se sent en sécurité, et ça va un peu dans le sens que vous évoquiez, c'est-à-dire que certaines familles vont même nous dire en fait, là, dans cette maison, on peut s'autoriser à rire. Oui, c'est important. Parce qu'à l'extérieur, le regard qu'on peut nous renvoyer sur le fait de rire ou de s'autoriser à rire alors que notre enfant est hospitalisé, parfois peut être très mal interprété. Alors que dans cette maison, on sait qu'il n'y aura jamais de jugement. Parce que derrière un rire, il peut y avoir des pleurs, et à nouveau des rires, mais en tout cas, la place du parent en tant que personne, en tant qu'être humain à part entière, est posée. Et c'est ça qui est un peu toute la richesse de ce qui se vit dans ces maisons, avec les équipes qui vont être là et qui vont être attentives à tout, à faire que chacun trouve sa place. Mais ça, les familles, je sais que souvent, elles l'évoquent, le fait de s'autoriser. Oui.
on s'autorise à plaisanter, on s'autorise à rire, on s'autorise à prendre soin de soi sur des choses qui, en effet, pour des gens extérieurs, peuvent paraître complètement futiles. Voilà, votre enfant, il est gravement malade. Bah oui, vous avez rigolé. Oui, vous avez pris le temps d'un repas. Oui, Exactement. C'est les moments de vie, en fait. Ça autorise la vie. Ça continue la vie. C'est ça, et je crois que c'est très très beau parce que nous c'est un peu ce qu'on essaye de dire, c'est de dire que effectivement face à ce qui se vit, face à l'adversité et tout ce qui est les émotions, les pleurs et autres, la vie est là, la vie continue. Et il faut accompagner ça. Et les équipes vont y être très attentives, de laisser par exemple des journaux pour rappeler aussi la date, parce que effectivement, à un moment confronté à la maladie de son enfant, tout s'arrête, on ne sait même plus quel jour on est. Et il va y avoir des petites attentions qui vont permettre aux familles de continuer à vivre le quotidien. Et les équipes vont avoir cette attention particulière, mais aussi par rapport aux fratries, par rapport à l'enfant à l'hôpital. C'est vraiment tout ça qui se joue, avec aussi l'hôpital qui vient contribuer aussi à accompagner l'ensemble de ce que vivent les parents et de ce que vit l'enfant. Oui, c'est vraiment dans... Et je pense que c'est très important que vous le précisiez, il n'y a pas de concurrence avec l'hôpital. Non. Il y a des hôpitaux qui ont des chambres pour des parents, ou la possibilité des chambres, la possibilité d'avoir un lit à côté du lit de son enfant. C'est vraiment quand je parlais de coportage, c'est un tissage. Chacun a sa place, sa juste place, et chacun va apporter quelque chose aux parents, au bénéfice de l'enfant qui est hospitalisé. Ça, c'est essentiel. Exactement. Et si j'ai juste quelques minutes, oui, je vais vous donner sûr. un exemple vraiment très précis dans le cas de la proximité entre les maisons. On a une famille qui est accueillie dans une maison à Limoges, pour ne pas la citer. L'hôpital pédiatrique est bien évidemment juste à côté. Et en fait, la maman s'était entendue avec l'infirmière qui était en charge de son enfant qui était hospitalisé, pour que le soir, elle restait très tard, mais à un moment, elle rentrait aussi elle-même se reposer. Sa chambre, la fenêtre donnait sur la fenêtre de son enfant qui était hospitalisé. D'accord. Et la maman, quand elle rentrait dans sa chambre, donc assez tardivement, l'infirmière était prévenue, il y avait un petit code qui était fait. Donc la maman, en fait, allumait, éteignait la lumière. Et en face, l'infirmière allumait, éteignait la lumière. Et c'était tout simplement un bonne nuit qui était donné entre la maman et son enfant hospitalisé. Ouais, donc rien que ça montre le partenariat entre l'hôpital, la proximité bien évidemment, mais tout ce qui se joue au travers de petites anecdotes comme on a, qui montrent effectivement l'importance de la présence et la complicité qu'il peut y avoir aussi avec le personnel hospitalier. Ouais, ça c'est extrêmement. Merci de cet exemple, c'est extrêmement précieux. Dans toute l'expérience que vous avez, et je sais à quel point vous êtes investi, tout ce que vous faites dans l'accompagnement de ces familles, c'est remarquable. Vous avez vu une évolution sur les dernières années à la fois de la place laissée par l'hôpital aux parents, de la façon dont les parents vivent l'hospitalisation de leur enfant. Alors, je pense beaucoup aux réseaux sociaux. Je sais que des fois, ça peut être compliqué parce qu'on va aller voir et souvent, il y a le pire du pire. Des fois, ça peut être une forme de solidarité. Vous voyez une évolution dans le fait d'être parent d'un enfant hospitalisé, vous, avec votre regard d'intervenante auprès de la Fondation? Je pense qu'il y a une évolution. Je pense que l'hôpital aussi a accompagné cette évolution. On sait qu'aujourd'hui, le secteur hospitalier vit des grandes difficultés, mais pour autant, il y a vraiment une prise de conscience et de connaissance de l'importance des parents auprès de l'enfant. Je pense que aussi l'hôpital essaye de... parfois, la formulation hospitalière et les mots sont difficiles à comprendre. Il y a vraiment une attention aujourd'hui un peu particulière pour essayer pédagogiquement, de faire comprendre parfois des termes un peu médicaux qui sont compliqués. On sent que les parents veulent en savoir plus, veulent comprendre leur place à l'hôpital pour y répondre au mieux. L'idée, c'est qu'on sent bien que les parents, c'est pas avoir une place pour avoir une place, c'est vraiment de contribuer aussi dans les possibilités qui leur sont offertes sur leur place au moment des soins. C'est-à-dire que ça aussi, on le voit, ça vient s'accompagner, parce que parfois pour certains parents, c'est compliqué d'assister à un soin et pour autant on veut y assister. Donc on sent qu'à un moment, il y a vraiment cette volonté de travailler ensemble, et les hôpitaux le disent aussi, en fait. Pour eux, parfois, c'est pas facile non plus d'avoir un parent qui va assister à un soin, parce que il faut qu'ils trouvent aussi leur place pour que leurs gestes soient compris aussi par les parents qui sont là. Donc en fait, c'est une sorte d'équipe qui se recrée. Mais je pense que les parents aujourd'hui ont vraiment cette volonté de s'investir et de comprendre ce qui se passe,
parce que ils ont leur place et ils ont le souhait d'y répondre au mieux. Et ça, j'ai le sentiment vraiment que c'est quelque chose qui évolue, le fait de trouver sa place, de laisser sa place, de laisser sa trace, d'aider, de contribuer et de comprendre les enjeux auxquels l'enfant est confronté, auxquels eux-mêmes sont confrontés. Ouais, moi j'ai vu l'évolution, alors en 30 ans avec le temps qui passe, on acquiert aussi cette expérience-là. Il y a 30 ans, il n'y avait pas cette même attention. Chacun faisait dans sa catégorie, les parents, les soignants, du mieux possible pour l'enfant. Mais le fait de parler ensemble, de construire ensemble, d'être des partenaires auprès de l'enfant, c'était pas si simple. Il y avait le focus sur les soins. Et les parents ne peuvent pas soigner médicalement, ils peuvent soigner psychiquement leur enfant. Et aujourd'hui, je trouve aussi qu'il y a plus de compréhension. Voilà, comme si on s'était apprivoisé. Voilà, on s'est apprivoisé. Maintenant, on peut vraiment faire équipe ensemble et avancer ensemble. Alors, il reste dans des hôpitaux, des fois, comme partout, hein, des choses un peu difficiles, mais il y a eu beaucoup de progrès. Ouais. En préparant l'interview, on se disait que c'était important de pouvoir expliquer ce que vous avez déjà commencé à dire, mais si vous pouvez un petit peu développer cette idée de faire trace dans la continuité des familles qui viennent, qui vont vivre quelques heures, enfin quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années au sein des maisons de la Fondation Ronald McDonald. Comment s'inscrit, comment se construit, comment se met en place cette trace? Parce que ça fait partie de la vie de l'enfant, des parents, mais aussi la vie des autres parents qui sont là, des professionnels. Comment ça se construit, cette continuité? Alors, cette continuité, elle peut se jouer de différentes façons. Il y a parfois des familles qui vont inscrire la maison dans leur parcours de vie, c'est-à-dire qu'ils vont revenir régulièrement à des moments que la maison va mettre en place annuellement. Ils vont revenir dans la maison, c'est-à-dire que eux-mêmes vont dire en fait, la maison, elle fait partie de notre livre de vie. C'est-à-dire qu'elle a fait partie d'un chapitre, mais on n'a pas fermé le livre. Le livre est toujours ouvert et en fait, on continue les autres chapitres et on a besoin de revenir parce que ça fait famille, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que ça revient toujours l'idée de on a vécu quelque chose d'important et du coup, l'équipe a fait partie de ça. Donc, on revient. Après, on a des situations plus compliquées et plus dures avec malheureusement parfois des décès d'enfants et des familles qui vont vouloir laisser trace de leur passage au travers d'un objet. Alors j'ai une petite anecdote aussi. Là, cette fois-ci, c'est à Bordeaux. C'est une famille malheureusement qui a perdu sa petite fille qui avait des yeux bleus magnifiques. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Mais vous allez comprendre pourquoi. Dans la maison, il y a des poissons qui sont dans un aquarium. Et cette famille, quand la petite fille avait eu l'occasion de venir dans la maison, cette famille qui malheureusement a perdu sa fille, quelques jours après le décès, ils sont revenus avec un poisson tout bleu en disant en fait on veut que ce poisson reste dans l'aquarium parce que notre petite fille était venue dans cet établissement, elle avait connu là où on avait dormi, où on avait logé et pour elle c'était important, donc on veut laisser trace et qu'elle puisse aussi être encore un peu là dans cet établissement. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont parfois laissées par les familles pour faire trace de leur passage, comme si quelque part il y avait quelque chose qui perdurait aussi. Je sais pas, alors vous le saurez bien mieux que moi pour l'interpréter, mais il y a vraiment cette notion de laisser trace de notre passage et voilà, ça fait partie de la vie. Donc en fait, on a été là. Et on a envie encore d'être là. Alors parfois, il y a des familles, bien évidemment, c'est l'inverse, mais ça, voilà, chacun le fait comme il le souhaite. Mais il y a vraiment cette notion de, on est passé, on veut laisser trace de notre passage. Oui, ça c'est vraiment important. C'est ce qu'on appelle mettre du sens, mettre en sens, faire une continuité, donner du sens et faire mémoire. Ouais. Quand on perd son enfant, le deuil, c'est une épreuve épouvantable. Et on sait à quel point que c'est surtout pas l'oubli, c'est la mise en mémoire. Mais quand la maladie, alors ça va dépendre des situations. Il y a des enfants qui guérissent, il y a des enfants qui restent malades, il y a des enfants qui restent handicapés. Donc le corps fait trace. Mais même quand on a guéri, ça fait partie de la vie. Donc il y a toute cette mise en mémoire
qui est important dans le parcours psychique individuel, dans le parcours relationnel de l'enfant avec ses parents, puis dans le parcours de vie de ses parents. Et puis socialement, ils vivent des choses très fortes au sein des maisons. Ils peuvent partager aussi avec les professionnels des maisons, avec d'autres parents, toute leur expérience de vie. Donc, j'ai envie de dire, pour conclure, si ça vous semble pertinent, que ça permet de continuer de vivre malgré tout, malgré la maladie, mais de vivre ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et c'est aussi cette éthique de l'accompagnement, de la prise en charge, c'est de laisser personne sur le côté et d'accompagner ses parents. Et je sais que vous accompagnez tout type de parents, et certaines fois dans des grandes situations de précarité, de soutien, pour que tous les enfants puissent avoir leurs parents auprès d'eux. Exactement, mais je crois que c'est ça. Je crois que vous l'avez très bien dit. Je pense que voilà, malgré tout ce qu'on vit, la vie continue et il faut surtout pas oublier qu'on n'est que des êtres humains et que tant qu'on se tiendra tous par la main, ça ne peut que être bien et on peut avancer ensemble. On va s'arrêter sur cette belle phrase, Véronique. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bravo pour tout le travail qui est fait par les maisons, les professionnels qui interviennent dans les maisons de la Fondation Ronald McDonald. C'est vraiment indispensable actuellement, beaucoup de maisons. Il y a combien de maisons en France, on ne l'a pas dit? On a 10 maisons en France. 10 maisons en France, et combien de familles accueillies par an, pour qu'on ait une petite idée? On est à peu près à 4000 familles accueillies par an. Voilà, donc 4000 familles qui, grâce à vous, peuvent être à côté de leurs enfants. Grand merci en tout cas, Véronique. Merci encore. Et puis à tout bientôt en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous, au revoir.